Donc, réact à la vidéo du Mont Corvo. Loki dévoile le fruit légendaire qui va détruire le monde. Ragnarok, expliqué dans One Piece 1130. C'est parti. Le personnage de Loki est enfin révélé et ça change tout. Le prince maudit d'Elbaf est peut-être le plus puissant personnage de tout One Piece. Car pour avoir tué son père et volé le fruit légendaire du Fenrir, il serait condamné par les géants. Le chapitre il vient de sortir, ils connaissent déjà le nom du fruit du démon. De tout brûler. Mais rien ne va l'arrêter car il est celui qui va provoquer le Ragnarok, la fin du monde. Voici Elbaf, dernier arc de course. Alors ça, je veux bien voir comment ils l'ont colorisé. La fin du monde. Voici. Incroyable. Non mais l'épée de fou, de fou. Là c'est des canons du coup. Elbaf, dernier arc de construction de One Piece. Vivi, quant à elle, contacte en secret Luffy pour lui dévoiler les origines de la volonté du Di. Un message caché que seuls certains Mugiwara peuvent reconnaître. Oui, la course contre la montre a déjà commencé. Bonjour à tous, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'arc le plus attendu de tout One Piece. Elbaf, ça y est, on y est, la terre des géants, et c'est une dinguerie. C'est sauvage comment c'est magnifique. Déjà dites en commentaire ce que vous pensez du design de Loki. On passe quand même de Incroyable. ça à ça, et c'est pas rien comme Non, glow non, up. non. On a une de Loki, on passe quand même de ça à ça. Ça c'est une fraude. Ça je ne veux pas y croire. Ça c'est moche. Moi je suis là pour comment? Je suis là pour ce design là, ce design de fou là. Je suis là pour ça. Wesh. Non, le flow de malade. Le prince de la malédiction, je crois que c'est ça. De la malédiction, non. Ça, et c'est pas Terreur. rien comme glow up, on a énormément de choses à se dire, c'est un des chapitres vraiment, et je pèse mes mots, les plus importants de One Piece, à la fois pour son lore et surtout pour la suite des événements. Alors si vous pensez avoir loupé des détails importants, comme par exemple les cascades, c'était des cascades depuis le début. Vraiment, c'était des cascades. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez vu la longueur de la vidéo, on a travaillé comme des tarés dessus, mais croyez-moi, ça vaut le coup. On va parler de mythologie, on va parler de Loki, on va parler de fruits du démon, du siècle oublié et bien évidemment de la fin de One Piece avec la fameuse marque sur le poignet. Vous êtes prêts? SOS caché, territoire d'Elbaf entier à analyser et surtout l'explication. Ah bah oui, puisque je disais quoi? Je disais que Morgane, bah c'est Morgane qui fait les news. Mais là, Vivi est avec Morgane, donc elle a pu dissimuler un message, c'est vrai? Entière de Loki, le prince maudit qui va apporter la fin du monde. Bienvenue à tous dans la terre des géants. Bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 1130 de One Piece. Bon, on va tout skip. Parce qu'il y a la pub aussi. La pub qui se finit là. Mon gars, ça monte. T'es enfin dans le village. Mais s'il te plaît, il faut faire un truc maintenant. À part détruire des miroirs, qu'est-ce que tu fais? Merci, merci Oda, là on parle, comment on parle bien, c'est magnifique, toutes ces doubles pages, on a enfin le paysage le plus attendu de tout le manga avec celui de Laugh Tale. C'était en 1999 qu'était cité pour la première fois Elbaf, on voulait tous savoir à quoi ça ressemblait, et alors qu'on avait un petit aperçu de la chose au chapitre 866, c'était il y a 7 ans. Et les amis, ces traits là dans le ciel, c'était des cascades. Depuis le début, c'était des cascades. Des années qu'on est là, les glitches, les fameux glitches
bitch. Tous les fans de One Piece, ils savent très bien de quoi je parle quand on a compris qu'en fait c'était des cascades. Je vous jure, j'ai lu le truc et je me suis dit, waouh, c'est des cascades. En fait, c'est pour ça que c'était découpé dans le ciel, que c'était pas clair, parce que c'était de l'eau qui tombait. Et vous savez quoi? La Toei Animation l'a carrément animé et personne l'a vu venir. Regardez ce plan, on voyait carrément de l'eau qui tombait. Au-dessus des montagnes. Hein. Voilà, au-dessus des montagnes. Mais qui nous dit en fait que c'était une cascade dans une montagne? Il y avait l'arbre derrière. Je trouve ça trop fascinant. Non, Le niveau de fanatisme, genre, putain, c'est des cascades, de l'eau. c'était au début de la chaîne. C'était il y a plus Ouais. de 7 ans. Je vous jure, vraiment, je suis abasourdi tellement ça me fait plaisir d'avoir enfin la révélation. D'où provient cette eau qui s'écoule en masse de cet arbre absolument gigantesque. Ouais, par contre, c'est d'où elle provient? D'au-dessus des nuages. Alors, pour le moment, on peut que penser à la fameuse source d'Urde qui est dans la mythologie scandinave la de source l'eau abondante infinie. qui nourrit l'arbre d'Yggdrasil et qui le maintient en vie. Mais plus que tout, on a du coup la démonstration une nouvelle fois d'Oda dans les paysages. Wow. On sait à quel point il a toujours été monstrueux, surtout sur ces échelles de taille qui vont jusqu'à impressionner Nami. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est le gigantisme. Ah, ok. C'est cette démesure d'échelle. Moi, j'adore où nous Nami. avons bel et bien le véritable Yggdrasil, l'arbre monde. Nous y êtes, vous y sommes les amis. Elbaf. Elbaf qui ne Nous y s'orthographie plus désormais de la même manière, comme le choix d'Eshiroda pour Marie-Joie, qui aujourd'hui s'appelle Marie-Joie. C'est vrai ça? Bah non, Airbaf. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte? C'est la traduction, c'est manga plus, hein. Ça, j'en suis sûr que c'est. J'en suis sûr que c'est. Que c'est les traducteurs du jeudi là. Elbaf, voilà. Faut attendre la sortie officielle. Là, qu'est-ce qu'il a dit? T'es qui, toi? Je suis le fil homme qui deviendra le roi des pirates. Le roi? C'est quoi cet endroit? Un roi, dis-tu? On est où, là? Et toi, t'es qui? Et moi, je suis le dieu soleil, celui qui détruira le monde. Qui mènera le monde à sa perte. Ça, je trouve, c'est... Aïe, aïe, aïe. Et Loki. T'es sur Warland, le royaume des guerriers d'Elbaf. Depuis la rêverie, c'est peut-être un petit regret de pas pouvoir faire, vous savez, à l'envers Elbaf, Fable, donc c'était cool parce que c'était le monde merveilleux, mais bon, c'est pas, voilà, on s'en fout peut-être. Eiichiro Oda a d'autres projets derrière la tête. Mais surtout, ce monde va être du coup orienté autour de la figure de cet arbre Yggdrasil qui veut littéralement dire arbre monde, et c'est pas qu'une métaphore puisque littéralement il y a des étages dans cet arbre qui sont des véritables pays. Dans la mythologie nordique, cet arbre monde structure l'univers autour de 9 pays, et avec en son centre la terre des humains, Midgard littéralement qui veut dire terre du milieu, l'entre-terre puisque c'est au milieu de l'arbre. Et c'est ici que du coup Eiichiro a décidé d'instaurer le niveau de base des géants qu'on avait vu dès le tout début, l'arc de Big Mom, parce que ici, en tout cas de ce qu'on peut voir à première vue, on n'a pas toutes les échelles de niveau proposées par les racines dans la mythologie nordique, mais uniquement quelque chose de plus simplifié avec un étage supérieur qui va être ici l'étage des dieux nordiques dans la mythologie, le fameux Asgard, là où se trouve le château royal, mais également le village des dieux. Et ça, on le voit très clairement, c'est à cet étage d'où coulent d'ailleurs les cascades. Mais alors, si Midgard et Asgard, eux, s'articulent autour du tronc de l'arbre, en réalité, les 7 autres mondes, eux, tiennent davantage des racines même de l'arbre. Par exemple, dans la mythologie nordique, il y a des racines qui vont être entre Asgard et Midgard, là où on a les hauts elfes, mais également entre Midgard, là où on a les géants de feu, les elfes noirs, mais aussi dessous Midgard, là où ça commence à être un peu brosson, où on a Jotunheim, la terre des géants de glace, terre extrêmement importante puisque littéralement signifiant le territoire du chaos, puisque ça va être l'antithèse de l'ordre apporté par les dieux. Et C'est pour ça que Loki est là-bas. Précisément là, on le verra, que dans la mythologie nordique, que Loki trouve son origine et ira en Asgard pour devenir dieu. Plus bas, dans les racines les plus profondes de l'arbre. Attends, mais... Loki, il allait détruire Lola, là. Wesh.
on trouve les enfers. Mais si c'est important de parler des racines, c'est que cet arbre gigantesque, il n'est pas sans rappeler l'arbre de Eve dans One Piece, celui qui, selon notre théorie du coup, serait piégé dans Redline parce que c'est toute l'histoire du One Piece pour nous, c'est là où se trouve Laugh-Tale. If I Speak, eh bien ces racines, elles jouent un rôle extrêmement important dans le monde de One Piece, les racines d'Eve, puisqu'elles vont littéralement permettre à un monde de vivre, celui de l'île des hommes poissons, et c'est d'ailleurs amusant de savoir que dans cette bulle, c'est également comme ça que sont représentés les mondes de la mythologie nordique, dans des bulles qui sortent des racines. Donc l'inspiration des Shiroda ici, autant dire qu'elle ne date pas d'hier. Et le plus fou, vous allez le voir, c'est que le monde en dessous de Midgard, Niflheim, est connu pour être en réalité, oui, le monde des brumes. Et vous comprenez que c'est donc, oui, la brume soporifique, le territoire des brumes qui ont endormi les Mugiwara avant qu'ils n'arrivent en Midgard, Elbaf. Vous l'avez compris, dans un délire totalement méta, Eiichiro Oda va s'inspirer de la mythologie scandinave pour créer son propre monde à lui sur Elbaf, comme Rod lui-même avait reproduit dans sa cage le paysage d'Elbaf avec Yggdrasil et un château. On remarque du coup que c'est exactement les mêmes dessins, les mêmes paysages, et que donc nous avons plusieurs imposteurs du dieu soleil, mais on va y revenir plus tard, un petit peu plus tard dessus. Les Mugiwara qui se sont donc échappés de la cage de Rod se trouvent sur Midgard, au sommet des montagnes enneigées, à côté du véritable château de Big Stein. Unique porte d'entrée à première vue pour le royaume d'Asgard, et en dessous d'eux, c'est bien tous les villages où ont évolué Mother Carmel, Big Mom, etc. Là où se trouvait la bergerie, ou bien l'auberge sur la côte où Shanks et son équipage s'abreuvaient. Il va de soi, comme nous le voyons, que le château royal dont parlait Barban Cascade au chapitre 806 se trouve sur Asgard, tandis que sur Midgard se trouvent les géants, on va dire plus bas dans la société, ceux qui sont le plus proches de l'eau. Les pauvres là, les moins de 10. Rogi ou encore Ajrodin décidèrent de prendre un jour la mer. Mais si je vous disais que tout cela cachait quelque chose de plus intéressant encore, qui pourrait être, oui, le nouvel entraînement tant attendu des Mugiwara. Car en effet, on nous dit que ce pays, c'est bien le pays des grands guerriers, des plus puissants guerriers. Imaginez Luffy qui libère Loki. Oh là là, la folie. Et au monde et de l'histoire. Et étonnamment, comme vous l'avez compris, nous avons 9 mondes dans la mythologie scandinave. Et vous savez ce qu'on a de 9 aussi? Les membres de l'équipage au chapeau de paille. Si Luffy, lui, pourrait suivre un entraînement... Mais si Luffy il libère Loki, ça va être une singerie. bien particulier au sommet de l'arbre, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, nous aurions donc 9 mondes pour 9 membres d'équipage. Chacun pourrait aller s'entraîner dans le monde qui lui correspond le mieux, comme par exemple celui de l'enfer pour Zoro, expliquant enfin pourquoi sur Onigashima, le Boog décidait out of nowhere qu'il voulait devenir le seigneur des enfers, et que plus que ça, il a, rappelez-vous, rencontré la mort et y a survécu. Est-ce qu'il y a eu un pacte? Quel secret Zoro a avec tout ça? Il ne serait pas étonnant, comme les racines ont toujours un rôle à jouer dans One Piece, nous l'avons vu avec Eve, avec Yggdrasil, les Mugiwara pourraient aller en dessous de Midgard et Zoro pourrait aller s'entraîner en enfer. Mais surtout que les royaumes, ils n'ont pas besoin d'être des pays à part entière, mais peut-être juste des zones géographiques, la forêt là-bas, l'océan ici. Non mais comme ça Wano peut être, Kuni, je vois. faut bien comprendre que ici on parle pas forcément d'un entraînement de 2 ans, pas du tout. Mais regardez sur Wano, dans la prison d'Udon, 2 semaines ont suffi à Luffy pour maîtriser le Ryo et donc le haki de l'armement avancé. C'est une évolution de personnage dans ses rapports physiques extrêmement importante et ça a demandé 2 semaines. Alors qui vous dit que sur Elbaf, arc qui va sûrement durer longtemps, on n'aurait pas le nouveau entraînement de tous les Mugiwara? Ce serait Stylax. Bah, surtout que c'est pas compliqué parce que quand on voit le monde de la brume, on se dit tac, Nami ça va là-bas. Le monde du feu, tac, Ifrit Jambeux c'est pour Sanji. Chez les elfes ou les nains, c'est un peu un truc de la médecine ou quoi, pour Chopper. C'est pas compliqué, ça peut tomber de sens, faut voir comment Eiichiro Oda va le faire. Autre détail très important dans ce paysage que nous pouvons noter, c'est bel et bien cette épée géante qui traverse donc du coup l'étage supérieur, donc on va dire Asgard jusqu'à Midgard. Cette épée géante qui rappelle le katana géant d'Onigashima. Et alors, c'est là que géant est un euphémisme. Voilà, c'est là où il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. C'est bel et bien la taille des géants antiques. Et ouais, ils sont beaucoup trop petits par rapport à Onigashima. Parce que arrêtons-nous 2 minutes. Eiichiro Oda a fait en sorte que l'île du démon Onigashima est en réalité le reste
d'un géant antique tireur de continents. Pendant 2 ans, la guerre d'Onigashima, disons-le, s'est déroulée sur le crâne d'un être vivant. C'est déroulé Non. sur un squelette Un qui fait squelette. la taille d'une île entière. Et donc, on se rend compte ici que l'épée qui se trouve sur Elbaf, c'est à peu près la même taille. On pourrait avoir donc du coup, dans One Piece, avant même les géants, avant même À peu près la même taille. L'épée est beaucoup plus grande, hein. Je suis désolé, c'est pas la même taille. Mais, les géants antiques, des créatures beaucoup plus grandes que ça. Non mais Voilà. les créatures elles sont C'est ce que je ridicules. pensais, là. D'ailleurs quand on voit l'exploit finalement de l'Alliance, tout ça, c'est d'avoir coupé une corne là à ce crâne, on se dit il y a quelque chose mais vraiment qui est pas normal du tout parce que quand on pense à Odd, tireur de continent, je pense sincèrement qu'on est dans une mythologie qui n'était pas encore tout à fait élaborée et qu'en réalité ce Odd qui tire le continent Il est et tout pas ça, assez c'est pas grand. possible, il est trop petit pour tirer Ouais. des trucs de terre comme ça. Moi je vous explique, si cette épée là et ce katana déjà, c'est des trucs qui sont forgés, ça implique un minimum de bon sens, un minimum de civilisation, il faut forger des trucs, il faut les équiper, il faut avoir une tenue, et ils mesurent ces gens au moins 1 kilomètre de hauteur. C'est un truc absolument digne des titans antiques de la mythologie, des gens qu'on voit depuis l'espace. Il y avait la Pangée, ce territoire glacé unique, et lorsqu'on sait que Odds serait originaire des terres légendaires glacées de Kunihiki, et ben à ce moment-là, on se dit que ça pouvait très bien être ce continent gelé, unique, et qui avait ces guns gigantesques, littéralement, il devait y en avoir 20 sur Terre, tellement ils mesurent des kilomètres de hauteur là. Ils se sont battus à coups de katana, à coups de hache, à coups d'épée gigantesques de la taille d'un pays, et ils ont découpé qui Grégoudon. Oi, oi, oi. leur pays et ils ont créé le monde de One Piece. C'est digne d'une mythologie, vous savez, des dieux qui ont créé des mondes Des leur- continents. Il faut se le dire les amis, I am so sorry, mais ça va arriver. Les squelettes ils existent, les épées elles existent, Bah, ça c'est- va c'est arriver. la véritable question. Est-ce que tout cela vient d'une raison esthétique de la part d'Eiichiro Oda qui veut juste C'est- faire quelque chose de stylax? Ouais. Et ça d'ailleurs c'est la question qu'on vous pose en commentaire. Est-ce que vous pensez que le katana géant, Non. que ce crâne géant, que cette épée géante sont là pour des raisons Fusil de esthétiques, Chekhov. de paysage, pour Fusil faire de quelque chose Chekhov. très stylé qui d'ailleurs Si c'est là, fonctionne, c'est pas- c'est magnifique et ça c'est rend pour une un raison. gigantisme très intéressant et attirant? Ou bien est-ce que, comme tout dans One Piece, ça va un jour être expliqué? Parce Oui. que dans un des mondes de la mythologie scandinave, nous avons Jotunheim, le monde. On n'est pas en train de lire des Naruto, géants on est en train de lire glace. One Piece. Si on parle du monde des géants pour les géants, est-ce que Eiichiro Oda, petit à petit, ne va pas développer la mythologie de son propre univers et nous dire que c'est comme ça que le monde a été créé? どうしても会いてんだ赤髪のシャンクスにスペード海賊団噂のスーパールーキーが俺に挨拶一度会って礼をとルフィのへえ兄貴なんていたのか宴だLe roman de Ace dessiné par Boichi et c'est juste fou parce que déjà de 1 on sait que là on est dans des territoires enneigés et on avait vu ce Ace déjà dans l'animé qui montait, qui rencontrait Shanks, on savait pas où est-ce que c'était mais il y avait de la neige. Ensuite dans le chapitre dessiné par Boichi on voit que ces mêmes montagnes il y avait des dracars, des géants vrai, tutti quanti et que c'était dans la neige et que Ace en fait ce fou furieux il a gravi les montagnes, gravi l'arbre tout seul comme un malade tard le Fiat Drum. C'est un fou mais d'autant plus qu'en arrivant pour avoir audience avec Shanks le roux. Et là franchement ça fait bader hein, parce que le petit Boichi il a eu un entretien spécial avec Eiichiro Oda. On aperçoit toutes les gigantesques épées qui pouvaient être celles des rois d'antan ou peut-être même des tireurs de continent de je ne sais quoi qui sont plantés comme dans une salle de Game of Thrones, celle du trône de Shanks le roux. Le plus séduisant dans toute cette histoire et dans le dessin final que nous pond Eiichiro Oda sur ce chapitre, c'est qu'on aperçoit un pont qui va lier littéralement Midgard et Asgard. Et ce pont-là, il existe bel et bien dans la mythologie nordique. C'est le pont qui se trouve au fond du Big Frost le fameux pont arc-en-ciel qui va lier le monde des dieux au monde des humains. Tiens donc, on peut retrouver actuellement un arc-en-ciel. Regardez tout au-dessus. Ouais. Mais ici le pont il est quand même bien stylé parce qu'il est en bois tout dégueulasse, il fait bien bader et surtout il sort du château qui est donc, on l'avait pré-shot, merci à toi Rod Poneglyph. Oui, le Big Stein Castle, le château préféré de votre château préféré là en Lego, eh bien est en réalité à l'intérieur de ce même château qui se trouve Bien au vu, bien sommet vu. de Midgard et du coup qui est la seule porte d'entrée pour pouvoir accéder à Asgard et c'est pour ça qu'on voyait Mais Ace c'est monter pas comme le ça. château du roi Enfin, et Loki. pour finir sur cette énorme cosmologie de tout Yggdrasil, on D'ailleurs, arrive à Loki, la c'est cime pas de- le roi du coup. Mais ça veut dire que
Je sais pas Lola, elle a quel âge. Mais je ne pense pas que Loki... En fait, il faut savoir quand est-ce que Loki s'est fait emprisonner. Parce que Big Mom a dit que le roi d'Elbaf s'est présenté devant Lola. C'est pas genre le fils du prince d'Elbaf, du roi d'Elbaf. C'est vraiment le roi. Donc il y a un moment où Loki a tué le roi. Il est devenu le roi. Il a mangé le fruit du démon, etc. Il a fait Samala. Et une fois qu'il a fait Samala, tout le monde s'est mis contre lui. Et depuis, il est emprisonné en bas là. Faut savoir quand. Quand est-ce que ça s'est déroulé? De l'arbre, et cette cime, elle est très importante parce qu'on le sait, on est dans un manga Neketsu, on va au sommet, esprit shonen, forcément tout se finira au-dessus de l'arbre. C'était comme à Skypea, tout ça, il faut que ça finisse tout en haut. Et bien tout en haut, il y a Vidofnir. Vidofnir, c'est cet aigle gigantesque, majestueux, qui est très important pour deux choses. Déjà de 1, c'est le gardien des secrets les plus enfouis de ce monde. Ça, j'ai pas besoin d'élaborer davantage pour que ça sonne dans tous les cerveaux des fans de One Piece comme C'est quoi, c'est littéralement Loftel? siècle oublié, connaissance sur ce qu'il s'est passé pendant le siècle oublié. Et en plus de ça, cet aigle, qui des fois est un coq, là on sait pas, il chante, il crie, eh bien est annonciateur de la fin du monde et donc de Ragnarok, dont on va parler grâce au personnage de Loki. Alors cet aigle, il va peut-être pas exister, mais de manière plus métaphorique, ce qui est sûr, c'est qu'au sommet de cet arbre, il y aura sûrement Ouais, la je respire, connaissance. pote. Ce sera un poneglyphe. Est-ce que Luffy va y aller, il va apprendre quelque chose? Au final, et comme on vous le disait déjà il y a des mois et des mois sur l'arc d'Egghead, on pense sincèrement que l'arc d'Elbaf va se terminer avec Luffy à la toute cime de cet arbre qui va faire une ombre gigantesque sur Elbaf puisqu'il sera à plus de 10 000 mètres de hauteur. 10 000 mètres de hauteur, tiens donc, c'est exactement la hauteur de Skypea dans One Piece. Il va reproduire grâce au soleil son ombre qu'il va projeter sur Mais- tout le royaume Qui a dit que Yggdrasil faisait 10 000 mètres de hauteur? d'Elbaf, celle de Nika, le dieu du soleil, et alors tout le monde comprendra qu'en réalité, Luffy est bel et bien Joy Boy, Nika, le dieu du soleil. En parlant du dieu soleil, décidément, il y a quelqu'un d'autre qui veut le devenir, et c'est bien Loki. Déjà, parlons du dessin, totalement magnifique. Comment il est énervé! Il est énervé, Cara design de malade. il fait Forcément, on pense tous à la silhouette que nous avions, et déjà c'est ultra émouvant parce que nous on se disait ça avec Ita, on disait mais putain, mais en fait, avec Imu, c'est le seul personnage silhouette qu'on attendait depuis si longtemps. Maintenant, il y a Frank, certes, ça va devenir le nouveau candidat, mais Loki, ça faisait 7-8 ans qu'on Loki, attendait à la quoi il ressemble. bête Et est là. maintenant, on l'a, ça y est. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas déçu. Alors oui, sa silhouette ne ressemble pas du tout à ce que nous avons Tant mieux. aujourd'hui, mais sachez bien que ce n'est pas Tant un mieux. retcon d'Eiichiro Oda. Si le Boog à l'époque avait en tête les cascades qui tombaient de l'arbre, ça veut dire qu'il avait forcément le chara design de Loki. Et je vous rappellerai que Loki qui donne une petite fleur comme un petit gamin et tout comme ça, c'est bien la vision de chiffon, d'accord, de l'époque, qui du coup pouvait être attendrie par la chose. Alors, il a beau être extrêmement charismatique et stylé, Loki reste tout de même enchaîné. Nous avons ici la reprise du mythe du châtiment de Loki dans la mythologie scandinave, où normalement le prince maudit va assassiner le dieu Bald, dieu de la lumière. De la bonté, Seigneur, de toutes les éclaircies de Tiens l'univers, donc. c'est moi. Tiens donc. Le châtiment de Loki est un événement très important parce que dans la mythologie, il est ce qui va amener à la fin du monde, au Ragnarok. Mais encore une fois, on va en parler un peu plus tard. Ici, Loki, lui, est enchaîné parce que il a tué son père, le roi d'Elbaf, Harald. Ce n'est pas une référence à la mythologie scandinave, mais bel et bien à sa véritable histoire, celle de Harald Ier à la magnifique chevelure, premier roi de Norvège, qui, grâce à ses exploits, a réuni le peuple scandinave et est devenu le premier roi donc de Norvège. Beau gosse. Mais pourquoi ce roi est si retenu et pourquoi Eiichiro Oda décida d'utiliser son nom? C'est bien pour une chose, sa descendance. Oui, Harald Ier eut pas moins de 27 enfants avec 7 femmes Wesh. différentes. Rendez-vous compte, pour partager l'héritage, Sauf Lin ça Lin. n'a pas dû être facile. Et cette histoire est si connue parce que, à sa mort, tous ses enfants se sont foutus sur la gueule pour
contrôler l'héritage de leur papa. Des enfants qui donc n'avaient rien à voir entre eux. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons dans ce chapitre. Nous apprenons par Dory et Broggy que si Loki est considéré comme un fils officiel de Harald, nous en avons un autre, Ajrudin. Lui n'est pas considéré comme officiel. On nous dit que après tout, il reste le fils du considéré. roi. Mais ça les amis, ça veut tout dire. Vous êtes prêts pour la théorie du futur? Oui, on pense tout simplement que Harald, comme le véritable Harald Ier de Norvège, est allé voir un petit peu partout. Et pas que sur Asgard. Il est descendu le boug et il a dû aller voir dans les chaumières de Midgard, expliquant pourquoi Ajrudin ici, comme nous l'avons vu dans le flashback de Big Mom, est un bâtard. Il n'est pas reconnu par la famille royale et est sûrement l'un des très nombreux enfants de Harald. Voilà pourquoi Ajrudin s'était rendu sur Dressrosa pour manger le Mera Meranomi, parce que, vous l'avez compris, tous les enfants de Harald à travers le monde doivent avoir envie de prendre son héritage et donc de devenir, comme Ajrudin le dit lui-même, le nouveau roi d'Elbaf. En réalité, Ajrudin est un fils de Harald, mais pas reconnu. Et donc, il voulait devenir, et c'est très important, le premier géant détenteur de Logia. L'enfant officiel, ce sont des enfants qui du coup seraient conçus dans la partie supérieure, là où il y a le château. Le fruit que Loki a doit être phénoménal. Et comme c'est un territoire où personne ne va, à part les empereurs, il ne doit pas être inscrit dans l'encyclopédie, mais ça doit être un fruit, mais incroyable, phénoménal. J'attends, j'ai hâte. Tandis que les autres, du coup, ont été conçus en dehors du mariage. Comme on a vu que le mariage était important dans One Piece, avec Big Mom et tout. Ça relativise le mariage de Loki avec Lola, puisque si d'un côté, nous avions Big Mom, de l'autre, nous avions Big Daddy. Et en réalité, le mec, il a tous ses garçons, elle a toutes ses filles, il voulait se marier, et l'histoire est belle, puisqu'en réalité, elle est tombée sur le seul cum, Loki, qui n'a pas plu à Lola, et Lola, pourtant, elle veut se marier avec tout le monde, et Loki, pourtant, était une énorme porte d'entrée pour Big Mom pour s'excuser vis-à-vis de ce qu'elle avait éventuellement fait il y a quelques années en arrière quand elle était gosse. Et pourtant, Loki, le prince maudit, était fou amoureux de Lola et ça n'a pas conclu, ce n'était pas concluant. C'est fou quand on sait qu'aujourd'hui, Arudrin est parti en mer pour mieux revenir et pour ça, il est allé en quête de puissance. Et le Mera Meranomi, bon Dieu, avec la puissance d'un géant, ce serait absolument hallucinant. Lui, il a le fruit du géant. C'est un géant qui a le fruit du géant. C'est une merde. Je capte pas qu'est-ce qu'il peut faire. C'est qu'il va se rouler, il donne des balayettes. Ça, je capte pas. Dressrosa, qu'il serait le tout premier géant à manger un fruit du démon de type Logia, puisque le Mera Meranomi est un Logia. En effet, on connaît déjà un géant qui a mangé un fruit du démon. Il est immanquable, c'est sûr, c'est San-One Wolf, le géant qui a mangé le fruit du gigantisme. San-One Wolf. Un géant. On connaît rien de son passé. On sait juste que ça a été un des plus grands criminels et de toute façon il était au niveau 6 d'Impel Down, d'autant plus que c'est un géant, d'autant plus que c'est un géant. Mais alors aussi, on sait qu'il a, grâce à sa vivre carte, 99 ans, soit quand même 18 ans de plus que Arudrin. C'est quand même quelqu'un d'assez grand, quand on sait que par exemple Dory et Broggy ont 150 ans. Mais assez jeune encore pour un géant. Ainsi, vous nous suivez, il serait possible que ce soit un des premiers fils de Harald, lui-même parti en mer avant ses frères et sœurs, pour trouver avant tout le monde un fruit capable de le faire revenir sur la terre d'Elbaf, là où il pourrait affronter sa fratrie dans la quête du pouvoir, dans la quête de l'héritage de leur père Harald. Et ça paraît pas du tout déconnant quand on sait que les géants, je suis désolé, ils se battent sur une île avec un volcan depuis 100 ans. Pourquoi il est pas rentré alors? Il n'y a pas de vainqueur. Donc le seul qui pourrait faire la différence, et je pense que c'est ici la mythologie qu'Eshiroda a créée, c'est qu'un fruit du démon, ça nique absolument tous les géants. Et ça explique aussi pourquoi, on en reparlera, Mr. Tree a terrassé Dory et Broggy avec seulement son pouvoir du fruit du démon, parce que les géants sont ghetto face au pouvoir des fruits du démon. Ainsi, leur tout premier réflexe c'est: je pars en mer, je prends un fruit, je reviens, direct je suis le roi. Expliquant pourquoi Arudrin était aussi sûr de lui à Dressrosa. Mais alors, si San-One Wolf a mangé un Paramessia, si Arudrin se dit être le premier qui pourrait
manger un Logia. La conclusion est toute faite, il se pourrait très bien que le fruit défendu gardé depuis des générations et C'est un des Logia, générations du coup. dans la famille royale d'Elbaf, dévoré par Loki, serait en réalité un Zoan. Il est Zoan. fort probable qu'Eiichiro Oda s'inspire de la fameuse descendance de Harald Ier qui s'entre-déchire pour le pouvoir. Mais donc Loki, lui, ici, aurait décidé Un deuxième dragon. de ne pas attendre et aurait directement tué son padré, comme nous l'apprenons dans ce chapitre, pour dérober un fruit légendaire transmis de génération en génération dans la famille royale. Alors déjà, comme on vous le disait, la mémoire chez les géants, c'est quelque chose de très important. Elle peut se faire à l'oral depuis le siècle oublié, parce que lorsque chez les géants qui vivent jusqu'à 350 ans, l'on parle de génération en génération, rien à voir avec les êtres humains. Alors bien évidemment que les géants ne vont pas attendre 350 ans pour faire des enfants, cependant, ils peuvent encore raconter leur histoire. Et donc, la mémoire du siècle oublié, transmise donc à l'oral, peut être encore celle des seniors géants d'aujourd'hui. Alors Eiichiro Oda aurait ici un moyen de faire un nouveau lien avec le siècle oublié, Joy Boy, l'ancien royaume et tout, et ce fruit. Parce que nous pensons que Loki a mangé un fruit du démon de type Zoan, Zoan. mythologique, le Inu Inu Nomi, modèle Le chien. Modèle Fenrir. Fenrir. Fenrir, c'est quoi? C'est, dans la mythologie scandinave, le fils de Loki, un loup gigantesque à l'origine du Ragnarok, à l'origine de la fin du monde, parce que sa mâchoire tellement énorme Là, c'est va des théories, à la fois hein. dévorer la terre et le ciel. Mais surtout, il est bien raconté que les yeux de Fenrir sont en réalité faits de flammes, et que son feu dévore tout sur son passage. Il suffit à Fenrir de regarder pour faire brûler. Voilà pourquoi dans ce chapitre, les géants auraient décidé de bander les yeux de Loki, dont le regard serait bien trop dangereux, parce que rien qu'avec ça, il pourrait faire brûler la terre. Ou sinon, juste pour lui priver de ce sens-là, quoi. Malveillance max. Cela explique aussi pourquoi, si les géants ne sont pas familiers avec les fruits du démon, les chaînes ne seraient pas faites de granit marin. Alors, ce ne peut pas être un Logia, parce que le plus dingue dans cette histoire, au final, c'est que la particularité de Loki dans sa mythologie, entre tous les dieux qui existent, c'est le seul à pouvoir se métamorphoser en animal. Il ne serait donc pas étonnant d'avoir Fenrir pour Loki, mélangeant à la fois habilement son lien de filiation entre les deux, mais également son pouvoir de métamorphose. ok. Et alors tout ça, ça nous fait venir à Ragnarok, ou la fin du monde selon les géants dans la mythologie nordique, mais ici, quelque chose qui est également dit directement dans les bulles de dialogue de Loki. Et c'est justement Loki dans la mythologie qui va être annonciateur de la fin du monde, c'est le châtiment de Loki lorsqu'il va être enchaîné. En réalité, il y a un serpent qui lui met du venin sur la tête, ça le rend fou, il est là, parce que ça lui fait de l'acide sur la tête, et il se promet, tellement il souffre pendant des années et des années, que sa vengeance sera terrible, et que dès qu'il se libère, il pètera tout le monde. Et pour ça, du coup, il va convoquer la puissance à la fois du serpent monde qu'on a vu littéralement dans la chambre de Rod, mais Ben non, mais... il est tout petit, ce serpent. c'est à toi, mais également Par rapport au géant. du coup de Fenrir, qui est si puissant qu'il tue carrément Odin. Un fruit du coup suffisamment Tu vois, carrément, je pense que Kaido... Bah, Kaido fait la taille des animaux d'Elbaf, genre. Il est petit, alors. fort et dangereux pour tuer un roi. Mais surtout, moi ce qui me plaît chez le personnage de Loki, c'est que avant tout dans la mythologie, cet homme, ce dieu, a été créé parce que il représente ce à quoi un homme ne doit pas aspirer. C'est un peu tous les vices, toute la malice, tout ce qui n'est pas Phénoménal. C'est pas ça être un bon gars quoi. Il n'est pas fier. Chez Shiro Oda, toujours l'étranger, c'est aussi quelque chose qui doit être bien accueilli. Les marginaux, les différents, ceux qui sont en marche, tout ça, c'est avant tout des bons gars qui sont incompris. Et j'ai le sentiment que grâce aux paroles de Gerd qui dit que Rod est tout aussi puant que Loki, que les deux c'est vraiment des hontes, que c'est des gens qui sont incompris et qu'en réalité ce Loki c'est peut-être quelqu'un qui voit les choses différemment que les géants et que peut-être c'est pas non plus un mauvais boug. Mais ça, il y a que Shiro Oda qui nous le dira. J'ai la forte impression que si Gerd elle aime pas Rod comme elle aime pas Loki, c'est peut-être ici parce que nous avons chez Rod le Bartholoméo de Loki. Nous aurions son plus gros fanboy. Les deux au final se disent être le nouveau dieu soleil parce que il exprime explicitement à voix haute, il va détruire le monde. Et ça, c'est ce que Loki fait dans la mythologie, c'est le Ragnarok. Voilà pourquoi il ne serait pas étonnant que la fin d'Elbaf soit cette guerre où tous les géants, tous les vikings, tous les dieux se foutent sur Mais qui la va gueule libérer pour créer Loki? un nouveau monde, le monde actuel, comme d'habitude dans One Piece, avec une nouvelle société.
société où ça tourne mieux, et avec Luffy qui fait hi, tout le monde va pouvoir manger à sa faim. Ce Ragnarok, il pourrait donc être déclenché par Loki. Au final, le plus grand trope de l'arc d'Elbaf, ce que tout le monde va attendre, ce qui va hyper tout le monde, c'est la libération de Loki. そうか、いつの間に。いや、初めから結果は見えていた。お前もジョイボーイにはなれなかったか。 Si Loki annonce la fin du monde dans ce chapitre, c'est peut-être parce que comme King avec Kaido précédemment, il pense être Joy Boy. Comme prophétisé par Dame Shirley, Luffy, véritable Joy Boy de l'histoire, détruira un jour l'île des hommes poissons, et donc forcément Marie-Joise et Redline qui se trouvent au-dessus. Cette prophétie, Elbaf, pourrait la connaître, vous l'avez compris, sous le nom du Ragnarok, la fin du monde par la destruction de Redline, le fameux serpent rouge de sang qu'aucune lame d'Elbaf ne peut trancher, expliquant pourquoi Loki aurait eu besoin d'un fruit du démon légendaire, un fruit capable de détruire Redline et donc le monde. Oui, le Ragnarok pourrait être la véritable fin de One Piece. Voilà pourquoi Loki se dit être le dieu soleil, car le nom de Nika et de Joy Boy se confond selon les peuples. Mais si Barbe Blanche était là, il dirait à Loki ce qu'il disait à Teach sur Marineford. Non, ce n'est pas toi que Roger attend. Le véritable Joy Boy se trouve en face de toi. Car au final, dans One Piece, seul celui qui refuse de l'être le deviendra réellement. Aïe, 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 il y en a qui vont penser à Ener quand les filles disent ouais, un air électrifiant, je sais pas quoi. Hype police les amis, on va se calmer 2 minutes et on va émettre une petite critique On va quand même. émettre une critique. Skol, Mina! Je vais vous partager une crainte que j'ai les amis concernant le personnage de Loki, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires. C'est quand même que Eiichiro Oda est très fort, très puissant dans les introductions de ses personnages, mais aussi de ses actions, de ses enjeux. Cependant, qu'en est-il réellement de la conclusion? Si ce personnage, via son aura, nous rappelle forcément celle de Kaido, on est obligé du coup de se replonger dans le chapitre 795, avec peut-être, et beaucoup d'anciens lecteurs seront d'accord avec moi, pour parler ici de la plus grande introduction de personnage jamais créé dans One Piece. Kaido! Non, phénoménal. Quand il tombe de l'île céleste, en plus le narrateur et tout qui parle, oh là là, incroyable. T'as Kid qui est choqué de la bête qui est en face de lui. Et après quand il crie là, et que ça détruit la terre, non c'est c'est incroyable. Kaido. Celle de Kaido Juste la au bête. 100 mètres face aux supernova. Le problème, c'est qu'à l'époque, Kaido disait exactement la même chose que Loki La dans grande ce chapitre. finale. Je cite, « J'en ai rien à foutre de détruire le monde, je vais préparer la plus grande guerre que le monde n'ait jamais connue. » Cependant, voilà comment ça a commencé, voilà comment ça s'est terminé. Et ce que c'est un personnage qui a tenu ses promesses. Bien évidemment, et je le sais très bien que certains me diront que mais l'Alliance, les Mugiwara, ils l'ont arrêté à temps, sinon il allait le faire. Mais quand tu instaures une telle promesse dans ton manga, dans un shonen neketsu, tu attends quand même une réponse. On a eu beaucoup de mal, nous, vous savez, avec la dangerosité vraiment surhypée de Kaido et Big Mom. Au final, les Mugiwara ont roulé sur Totland, ont roulé sur Onigashima, et ma crainte se fait donc sur le personnage de Loki qui dit à peu près la même chose, celle qui souhaite détruire le monde. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je trouve que c'est très important quand même de ne pas condamner la critique. C'est juste une crainte ici d'un très grand fan de Kaido. Ce personnage, moi au final, il m'a un petit peu déçu. Donc comme ici, on a peut-être une des plus grandes introductions de tous les personnages de One Piece. Vraiment, elle est magnifique. Elle a une super bonne ambiance, un petit peu à la Elden Ring et tout. Ça touche des fibres en moi. Phénoménal. J'adore. Et du coup, Phénoménal. j'espère que la conclusion de Loki Oi, oi. sera à la hauteur de son introduction. C'est ciao! Du côté du
navire des géants, aucune trace des Mugiwara, les recherches sont abandonnées, ils décident donc eux aussi de se rendre sur Elbaf avec PH à la fin. Cependant, Non. les news sont tombées et dans les news, nous apprenons des choses très importantes comme de la diffamation, comme d'habitude avec le gouvernement qui va donc dire que Luffy a tué Vegapunk, qu'il a détruit le Punk Record et tout, etc. Ça les arrange bien depuis 27 ans quand même de tout mettre sur le dos du chapeau de paille. Mais cette fois, ils le mettent également sur le big ass dos des géants qui sont venus affronter le Gorosei et qui ont tout détruit. D'ailleurs, trop drôle la blague de Dory qui dit non mais comment ça il peut faire ça sur nous, c'est un mensonge. De toute façon c'est trop petit, je peux pas lire. Trop drôle. Mais nous avons les nouvelles primes de Dory et Brogy qui passent 1 milliard de 800 millions. 100 millions il y a 100 ans à aujourd'hui 1,8 milliard. Alors tout de même on est sur le plus grand glow-up jamais fait orchestré dans One Piece niveau prime. Pourquoi? Parce que Robin le dit, il faut prendre en compte l'inflation. Et autant vous dire que quand C'est j'ai vu vraiment ça, j'ai du coup. pété les plombs. Parce que c'était une théorie chez les fans depuis longtemps, on se disait oui mais est-ce qu'il faut prendre l'inflation dans le cours du berry et tout, la monnaie elle a dû évoluer. C'est vrai, je trouve que c'est une super bonne idée parce qu'il faut savoir que le berry est inspiré du yen, les primes dans One Piece c'est des yens, par exemple la prime de Luffy 3 milliards, au final c'est que 18 millions d'euros entre guillemets. Que. Mais c'est parce que la monnaie référence du berry est forcément le yen. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée, sachez que 100 millions de yens, donc le montant de la prime de Dory et Brogy, en 1956, parce que c'est la dernière date possible pour mesurer correctement l'inflation, donc il y a à peine 70 ans, ça représentait déjà 650 millions de yens. Mais c'est On équivaut passe à quoi, de ça 100 millions à 650, et c'est que 70 ans. Et le nouveau yen a été créé au Japon uniquement en 1946, donc il est impossible de remonter à il y a 100 ans. Tout ça pour vous dire que 100 millions de berry dans One Piece il y a 100 ans, ça signifiait sûrement pour l'auteur environ 1 milliard de berry. On passe en Ok. réalité de 1 milliard à 1 milliard 8. Mais il n'empêche qu'ils ont presque doublé leur prime quand même. Mais quand t'affrontes le Gorosei, c'est tout à fait cohérent. Il y a vraiment l'inflation dans One Piece, je suis KO. とにかくしっかり締めだね。よしとにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印 Vivi だ。じゃあ上陸するぞ。行動を慎んで分かった？そうだな。分かった。Ici, c'est la goutte de trop qui va C'est faire la goutte. de One Piece dans les années à venir encore une œuvre absolument gigantesque sur le long terme. C'est le fait que Luffy est présenté dans les photographies sur Egghead avec une croix sur le poignet. Robin, très important que ce soit Robin, s'en étonne et dit « Vous avez vu Luffy avec une croix sur le poignet ?» Chose qui peut être tout à fait adressée au lecteur. Vous, avez-vous vu Luffy avec une croix sur le poignet? Non, 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 non. Ishiro Oda, il s'est quand même dessiné, il fait des erreurs, des fois il met des haches ou des épées dans les tenues d'Elbaf, mais par contre, une croix sur le poignet de Luffy, c'est bizarre. balle perdue. surtout quand c'est une croix qui rappelle beaucoup de choses Elbaf, que les lecteurs connaissent. Alabasta. Alors le fait que ce soit Robin qui en parle, déjà ça a beaucoup de sens. Mais Pourquoi surtout, ça prend tout son sens lorsqu'on comprend pourquoi tous les Mugiwara qui étaient présents à Alabasta ne sont pas là pour le voir. Parce que oui les amis, en réalité cette croix est un SOS caché. Vous le savez très bien, cette croix au poignet, c'est le symbole même de la camaraderie dans One Piece. Mm. C'était le symbole qu'utilisaient les Partout où tu es, on pense à toi, t'es notre ami, genre wesh. Mugiwara pour faire un adieu à Vivi. Mais avant tout, c'était une stratégie pour que Bentham Bonkley ne puisse pas prendre leur apparence. Ils avaient mis un bandage dessus et caché la croix pour du coup, grâce à ce stratagème, pouvoir se reconnaître entre eux et être sûr que ce ne soit pas des traîtres. La réunion où cette croix a été faite, elle avait été très secrète sur le Vogue Mary. Ah. Le fait que ça soit Robin qui voit ça et non l'équipage, ça fait que ils vont pas aller la sauver du coup. Mais Robin va sûrement en parler du coup à Luffy après. Seulement les 6 premiers Mugiwara, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp et Chopper étaient au courant. Mais avec eux, il y avait une autre personne. Oui, la princesse d'Alabasta, Nefertari, dit Vivi.
Maintenant, on fait un bond de plusieurs années dans le futur et on arrive à la fin de la grande guerre de Marineford où, devant Lox Bell, Luffy, dans le journal, va faire passer un message très important à son équipage, va se tatouer sur le bras la fameuse marque pour bien faire comprendre à son équipage qu'il ne fallait plus se donner rendez-vous dans 3 jours sur l'archipel de Sabaody, Dans mais 2 bien jours. dans 2 ans. Et au 2 chapitre ans. 594, intitulé lui-même Message, les Mugiwara comprenaient ce que Luffy signifiait, ce que Luffy voulait leur transmettre via ce message tacite, mais il y avait aussi à l'époque Vivi, oui, qui regardait le journal et qui s'interrogeait déjà sur le tatouage sur la marque de Luffy et comprenait que c'était un message passé par le capitaine, un message caché sur un bras, ou ça, dans le journal. Qu'est-ce que Vivi à l'époque avait donc décidé de faire? S'enfermer dans sa chambre et étudier ce message. Et je trouve que c'est tellement une bonne idée. Eiichiro Oda, plus de 15 ans après, se rappelle de ça et va utiliser cette mécanique de message où cette fois-ci, c'est sûrement Vivi à l'impression, grâce, rappelez-vous, de Big News Morgan, qui édite le journal, a rajouté une croix sur le bras de Luffy. Un message que seuls les premiers Mugiwara présents lors de la réunion sur le Wogmeri peuvent comprendre. Le plus symbolique, c'est que ce soit fucking Miss All Sunday qui découvre ça et qui ne comprend pas. C'est parce que c'était toi, Marus, je suis désolé, qui était l'antagoniste de cet arc et tu mérites pas de comprendre pourquoi il y avait cette croix là. C'est justement ça qui est trop beau et elle se dit pourquoi il y a ça? Franky, Brook, Jinbei, pourquoi il y a ça? Ils ne peuvent pas le comprendre. Voilà pourquoi Eiichiro Oda a habilement séparé les Mugiwara. Mais est-ce qu'ils vont en parler? Moi, c'est ça aussi. Est-ce qu'ils vont en parler à Luffy du coup? Je pense de la pas. sorte sur l'arc d'Elbaf pour faire en sorte donc que ceux qui étaient présents sur Alabasta ne puissent pas encore voir et comprendre ce message. Alors voilà ce qui va se passer. À la fin de toutes les péripéties d'Elbaf, Luffy et les Mugiwara vont enfin prendre conscience de ce message et du coup iront voir Vivi, la Mugiwara de cœur, celle qui fait partie de l'équipage mais qui est restée au pays. On ne mesure pas assez l'importance de Vivi à la fois dans l'équipage mais surtout dans la géopolitique mondiale, son rôle avec Lily, avec les poneglyphes, avec Imu et surtout la volonté du Di. 君にここで死なれちゃ困る。ルフィ君とビビに伝えてくれ。ルフィとビビ王女。我々も D であると。 Rappelez-vous, avant de mourir, son padré, Nefertari dit Cobra, roi d'Alabasta, demandait à Sabo, le révolutionnaire, de transmettre le message suivant à sa fille. Dis-lui que comme Luffy, elle possède le Di dans son nom. Voilà les amis, ce qui risque de se passer. Tout est en train de se connecter petit à petit. Après Elbaf, Luffy retrouvera Vivi et Sabo. Et après 30 ans de manga, il sera temps pour nous, lecteurs, de découvrir la signification de la volonté du Di. Aïe aïe aïe, j'attends que ça. Comment ne pas être ému avant l'heure? On est là, on vous fait la review du chapitre 1130 de One Piece. Ce sera sûrement dans 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Mais je vous le dis, il y a Robin à la fin de l'arc, après qu'on aura vu des dingueries sur Elbaf qu'on n'arrive même pas à nommer maintenant. Robin, elle va faire « Tu as tomaté, Luffy, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît ?» Elle va sortir le journal, elle va dire « C'est le journal qu'on a vu en arrivant et on sera là. » Putain, c'était il y a 3 ans, vous en avez parlé. Voilà, c'était la toute première review officielle de l'arc d'Elbaf. On a brisé le mur et on n'est pas déçu. Le tout premier paysage d'Elbaf est magnifique. Eiichiro Oda n'a plus rien à prouver. C'est une dinguerie et je peux vous le dire vraiment, je trouve ça ultra séduisant comme paysage, comme arc, comme ambiance. Faut savoir que nous, on est des grands fans du Seigneur des Anneaux, de la mythologie, du Légendarium de Tolkien. Et quand je vois qu'au final là, on n'est pas loin, c'est les mêmes inspirations. Les pics enneigés qui nous rappellent la Suisse, avec la Nouvelle-Zélande, avec tous ces paysages, avec l'arbre monde et des gens avec des épées, des dragons, des marteaux. On a des mondes avec des nains, des elfes. Aucun petit garçon dans le monde qui n'aime pas ça. Ça va être glorieux. Je vous le dis vraiment. Et ce pont là qui mène jusqu'à l'arbre et tous les cascades qui tombent, c'est à la fois fantastique, ça va être incroyable, mais merveilleux. C'est gigantesque sans mauvais jeu de mots. On n'est pas prêt pour cette aventure. Nous, ça fait déjà 9 ans qu'on fait des vidéos. Ça nous demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et autant vous dire que pourtant, comme un célèbre personnage de fantasy, je suis prêt pour une nouvelle aventure. Vraiment, et je suis trop content de vivre ça avec vous. C'est let's go les amis, c'est reparti pour un tour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Kitaro et c'était Kamaltero. Et on se retrouve à Elbaf PH. Et non, ERBAF. Vous avez lu les spoils? Bon,
Vidéo pas mal. Je vous avoue qu'elle était pas... Elle était pas folle, mais franchement pas mal. Moi, je vais continuer sur... Genre, elle était pas incroyable, quoi. Je lâche le petit like, mais elle était pas incroyable. Moi, je continue sur la vidéo de Goji.